à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et pour un nouveau parcours inspirant, on reçoit aujourd'hui Nelson, qui est entre autres champion d'Europe de football américain, médaillé d'or au championnat du monde, kinésithérapeute, prof APA et encore plein d'autres choses. Il va vous raconter son parcours, vous allez voir, c'est passionnant. Nelson, je te laisse la parole pour commencer à te présenter. Tu remontes aussi loin que tu veux pour nous raconter déjà qu'est-ce qui t'a emmené à devenir footballeur américain. Le football américain, c'était au collège. Avant ça, je faisais du foot normal, on va dire, européen. Et voilà, j'étais arrivé au bout de ça, ça me donnait plus trop envie, je cherchais un nouveau sport. Et j'avais mon meilleur ami à l'époque, qui est toujours mon meilleur ami d'ailleurs, qui avait déjà lui commencé depuis un an. Et il m'en avait beaucoup parlé, j'ai essayé, ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, après c'était parti pour le football américain. T'as commencé à quel âge du coup ? J'ai commencé, si je ne me trompe pas, à 13 ans, 13 ou 14 ans, en 5e. Donc voilà, donc c'est assez rapidement devenu une passion. Et quand est-ce que tu rentres en équipe de France ? En équipe de France, la première sélection c'est en 2014, en équipe de France junior, juste après le bac. Donc là, t'intègres l'INSEP ? Non. Du coup, le football américain, c'est pas un sport olympique. Okay. C'est pas rattaché à l'INSEP. À ce moment-là, du coup, au lycée, j'avais intégré en première le pôle France de football américain. Donc, c'est un lieu qui permet d'avoir un double projet études et sport de haut niveau pour intégrer les équipes de France junior et par la suite l'équipe de France senior et accéder au sport de haut niveau, quoi. Ok, avec un beau parcours du coup, puisque des belles récompenses. Ça, c'était en quelle année tes plus belles années, on va dire ? Du coup, on a eu des belles performances avec l'équipe de France senior en 2017 et 2018. Donc aux Jeux mondiaux dans un premier temps en Pologne et l'année suivante en Finlande sur la Coupe d'Europe où on a été sacré champion sur les deux championnats. Donc c'était top d'avoir la chance d'être dans ces deux équipes-là. Où on avait vraiment un groupe exceptionnel. Donc voilà, vraiment une chance d'avoir pu participer à ça. Et du coup, quand on est français en football américain, est-ce qu'on peut en faire son métier ? Est-ce que c'est un truc qui t'a donné envie ? Est-ce que tu voulais faire de ta passion un métier ? Dans un premier temps, c'est un petit peu un rêve. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible quand on commence le football américain en France. Il y a à cette époque-là, quand j'étais au collège, on pouvait difficilement envisager d'être professionnel autre qu'en jouant en NFL, donc le championnat américain ou le championnat canadien. L'obligation, c'était de partir outre-Atlantique dans un premier temps en université, soit aux États-Unis, soit au Canada. Pour suivre le parcours dans un premier temps scolaire et du coup universitaire au niveau du football américain pour essayer d'accéder ensuite aux ligues professionnelles. Tu l'as envisagé ça ? Je l'ai envisagé, en tout cas j'y ai réfléchi beaucoup quand j'étais au pôle parce que forcément quand on commence à vouloir toucher au niveau, on se dit qu'il y a la possibilité de le faire. Donc j'y ai réfléchi. C'est un engagement qui est particulier. Ça demande dans un premier temps, forcément on n'est pas attendu là-bas, aux États-Unis ou au Canada, ils ont un vivier énorme de footballeurs. Donc on n'est pas attendu, il faut prouver. Donc dans un premier temps, ça demande quand même un investissement financier pour partir à l'étranger. Dans ces pays-là, les frais de scolarité sont énormes. Donc ça demande forcément un investissement qui est risqué, hein. Le football américain, en un match, tout peut s'arrêter en soi. Donc c'est assez risqué. Il faut
soit avoir les moyens, soit se donner les moyens de pouvoir partir, de pouvoir payer ses frais de scolarité, etc., un logement là-bas, et ensuite d'espérer performer pour obtenir une bourse potentiellement d'études. Des potes qui l'ont fait ? Ouais, j'ai pas mal de potes qui étaient au pôle ou en équipe de France qui sont partis jouer surtout au Canada, dans ce qu'on appelle des cégeps qui sont juste avant l'université, qui permettent dans un second temps d'aller à l'université. Ça, c'est moins cher et ça permet déjà d'évoluer dans des infrastructures de plus haut niveau et d'avoir potentiellement des facilités aussi sur l'emploi du temps, fait de réaliser le sport et les études en même temps. Après, il y en a quelques-uns qui sont partis aux États-Unis aussi, où là, c'est pareil, il y a la possibilité d'intégrer des junior college, c'est un peu l'équivalent préparatoire à l'université, pour ensuite accéder à des universités de haut niveau. Et question bête, parce que OC, elle connaît forcément beaucoup mieux que moi tous ces... Enfin, pas spécifiquement pour le football américain, mais pour le foot, oui. Mais on est allé hyper vite sur le moment où en 5e tu découvres tout ça, mais après c'est quoi ? C'est des sport-études ? Ça existe, sport-études de football américain en France ? Ouais, en gros, donc j'ai commencé en 5e, j'ai fait 3 ans j'étais à Reims. Moi à ce moment-là j'étais au collège, mais j'étais en horaire aménagé musique, donc j'avais un parcours au conservatoire en parallèle des cours, avec un emploi du temps adapté. Donc je suis arrivé jusqu'au bout en 3e, et ensuite avec justement mon meilleur ami avec qui on s'est mis au football américain ensemble au début, on a réfléchi à intégrer le Pôle France de football américain, qui est un sport-études, où là l'objectif c'est de valider son bac et d'atteindre les équipes de France dans un premier temps junior et après senior. Mais oui, du coup c'est exactement ça, un sport-études. Okay. Qui, on a un emploi du temps qui est adapté pour pouvoir s'entraîner tous les jours et accéder à de la performance, on va dire. Et du coup, après le bac, t'as continué en faisant que, entre guillemets, ça, ou c'était déjà en parallèle avec autre chose et c'est pour ça que tu t'es orienté en STAPS ? Du coup, arrivé au bac, la question elle se posait. J'étais déjà intéressé par le métier de kinésithérapeute, mais le parcours pour y arriver, notamment par le concours PACES, je me voyais mal allier mon sport et le concours PACES. Donc il a fallu faire un choix à ce moment-là, et moi je considérais, en n'ayant fait que 2 ans de pôle, ne pas avoir assez poussé les choses dans mon sport. Je voulais aller un peu plus loin dedans. Et la deuxième chose qui m'intéressait globalement, c'était le sport. Donc je me suis orienté vers STAPS tout de suite après le bac. Et voilà, après du coup j'ai continué à organiser mon emploi du temps pour pouvoir valider mes années d'études et continuer à jouer à haut niveau au football américain. Et du coup STAPS c'est quoi ? C'est 2 ans ? Non, plus ? T'as une licence au début, après t'as... Ouais, c'est un parcours universitaire classique, donc la licence en 3 ans, ensuite master en 2 ans. Ok, donc toi t'as fait licence, master ? Non, j'ai fait juste licence. Licence APA dans un premier temps, et ensuite la 4e année, j'ai suivi le parcours de la licence entraînement sportif, qui là plus attrait à la préparation physique. Ok. La licence APA, est-ce que tu peux juste nous redéfinir pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet acronyme APA ? Du coup, activité physique adaptée et santé. Donc c'est toutes les sciences du sport en lien avec la santé. Donc ça va être ça peut être sur du handisport, du sport adapté, donc sur plutôt des déficits cognitifs. Et après, ça peut être tout simplement, on en entend parler de plus en plus aujourd'hui, mais du sport sur ordonnance. C'est être capable de proposer une activité physique qui est adaptée à la situation de chacun et à l'état de santé de chacun dans un objectif de santé, quoi. Et ça, quand tu as terminé du coup ce cursus-là, moi je sais même plus, enfin c'est pour ça que c'est bien de refaire des podcasts avec les gens avec qui on travaille, parce que je sais même plus vraiment l'histoire. Après, tu as exercé pendant un moment cette profession-là, ou directement tu as embrayé sur une passerelle pour la kiné ? Non, en fait, j'ai enchaîné tout de suite. Moi, du coup, comme je disais, la 4e année, j'ai fait une double licence entraînement.
dans la volonté derrière potentiellement de me rapprocher plus de l'entraînement et notamment dans mon sport, le football américain. Non pas que l'APA m'intéressait pas, mais c'est juste que j'avais des opportunités à ce moment-là d'évoluer là-dedans et l'entraînement me plaisait beaucoup aussi. Et en parallèle, ma dernière année de STAPS, j'ai postulé du coup à la passerelle de sportif de haut niveau pour rentrer en école de kiné, vu que j'en avais la possibilité. Et donc en fait, j'ai simplement en APA remplacé à 2 périodes de vacances une ancienne tutrice de stage que j'avais eue. Mais c'était sur des périodes juste de remplacement d'1 semaine ou 2, je crois. Okay. Mais du coup, non, ça s'est enchaîné directement. Après ma 4e année de STAPS, je suis rentré directement en école de kiné. Et comment, tu vois, tu disais j'avais l'opportunité du coup de faire kiné, mais c'est un truc dont on te parlait dans les études en disant puisque t'es sportif de haut niveau, tu peux faire ça, ou c'est toi qui étais allé chercher? Comment ça se passe? Moi, c'était un peu, dans mon entourage, c'était un peu une légende ce truc-là. On disait oui, il y a une passerelle qui existe, mais on savait pas trop les tenants et les aboutissants de cette passerelle-là. Donc, moi, vis-à-vis de la kiné, donc ce que je disais, j'avais intégré STAPS après pour pouvoir continuer le football américain, mais j'avais toujours gardé kiné dans un coin de ma tête. Et je m'étais dit, il y a la possibilité aussi de rentrer sur dossier. Notamment, quand on a fait STAPS, ça peut jouer, mais il faut un dossier assez solide, quoi, au moins master, voire plus, pour pouvoir être pris sur dossier, en tout cas avoir plus de chances de rentrer sur dossier. Et ensuite, je me suis souvenu, et j'en ai rediscuté aussi avec un autre sportif de haut niveau, et aussi un coéquipier en équipe de France, qu'il y avait cette passerelle-là. Et j'en ai discuté aussi avec les kinés de l'équipe de France qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, il y a ça qui existe, ça vaut le coup de te renseigner et de voir ce qu'il faut faire pour y accéder. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait après la médaille d'or aux Jeux mondiaux. Parce que du coup, ils prennent en compte et le dossier scolaire et les performances sportives. Donc je m'étais dit que c'était potentiellement le bon moment pour proposer mon dossier avec cette médaille d'or. Et t'as candidaté dans plein d'écoles en France? Alors du coup, c'est une commission nationale. On propose notre dossier au ministère des Sports en fait. Et après, on a la possibilité de faire 3 vœux sur une liste prédéfinie qui est remise à jour chaque année d'écoles de kiné qui acceptent des sportifs de haut niveau, avec un certain nombre de places par école. Si je ne me trompe pas, il y avait 10 places dédiées sur la capitale, à Paris, pour des sportifs de haut niveau, et 20 places réparties sur la province. Donc ils rassemblent tous les dossiers dans chaque fédération. Chaque fédération fait un classement des dossiers. Moi dans ma fédération j'étais le seul, donc j'avais la chance d'être premier au classement du coup dans ma fédération, donc ça c'est cool. Et ensuite il y a une commission qui se réunit pour dispatcher chacun sur les écoles, sélectionner ou non déjà les dossiers et ensuite les dispatcher sur les... Ah oui, donc c'était toute la province, tu savais pas où t'allais te retrouver quoi. Moi j'avais fait 3 vœux, j'avais mis Paris dans un premier temps, Lyon et Nice en dernier. Et voilà, j'ai été pris à Nice. Ok. Donc, voilà. T'as passé des oraux dans les 3 villes? Ou t'as été juste convoqué à Nice? Non, pas d'oraux, c'était assez particulier parce que du coup... on a une fenêtre de tir qui est assez courte, on sait pas, enfin moi je savais pas exactement quand c'était, donc j'étais un peu en stress par rapport à ça, de pas rater la date. Donc j'avais rendu mon dossier au final au bon moment, et ensuite on est au courant de rien, quoi. On attend juste un courrier nous disant on est affecté dans telle école. Donc j'ai su en mi-juillet, je crois que... Pas comme Johanna dans l'épisode précédent qui vous racontait qu'elle avait d'abord envoyé son dossier et après elle a dû passer un oral. Ouais. Pareil, Michel aussi qui a passé un oral, je crois. Mais ok, et là t'arrivais en première année de kiné. C'est ça, j'arrive après la Coupe d'Europe, je descends directement à Nice, enfin Fréjus à côté. Du coup pour intégrer l'école, je sais pas à quoi m'attendre. J'avais juste ma valise et mes équipements de football américain, et puis voilà, fallait trouver un appartement mi-août, et puis se lancer dans une nouvelle aventure, quoi. Et du coup, ok, tu fais ta rentrée, tu continues en parallèle ton parcours de sportif de haut niveau, ou là du coup tu te dis je me concentre sur kiné Ouais, du coup j'ai arrêté. La particularité de l'école de Nice, c'était qu'ils prenaient les sportifs avec un statut de reconversion, donc c'était prévu déjà que j'arrête mon sport. Je pense que de toute façon j'aurais pas continué parce que je voulais vraiment
valider mon diplôme rapidement et pas avoir étalé les années plus que ça, après avoir déjà fait 4 ans de fac. Donc voilà, j'avais commencé mon deuil et à tourner la page football américain pour me tourner vers le diplôme de kiné. Ok, et là du coup, tes impressions, parce que ça doit être quand même... déjà t'arrives avec des gens qui n'ont pas tout à fait ton âge, mais pas grand chose près, mais quand même. Et puis, est-ce que c'était ce que t'attendais, le contenu des cours, la profession dans son ensemble en fait, est-ce que c'était la kiné que t'attendais C'était un peu violent. L'arrivée en kiné, vu que tout se fait un peu vite, on n'est pas au courant de grand chose. C'était un peu particulier. On savait pas. On savait juste qu'on avait rendez-vous un vendredi avant la rentrée avec le directeur. On était 2 sportifs de haut niveau. À ce moment-là, rentrés avec le même cursus. Et après, le reste, on ne savait rien, quoi. Donc, moi, tout ce que je connaissais de la kiné, c'était les kinés que j'avais pu voir via le sport, que ça soit en équipe de France ou même tout au long de la saison. Et après, voilà, maintenant, je me rends compte que c'était un aspect très restreint de la kiné, mais à cette époque-là, pour moi, la kiné, c'était ça. Et donc, du coup, en arrivant à Nice, les premiers cours que j'ai eus, c'était des cours de médecine. Parce que c'était une particularité à ce moment-là. On avait des cours en commun avec les étudiants de médecine. Et la première année, premier semestre, c'était cardio-respiratoire, je me souviens. Et aussi BME, donc tout ce qui avait lien avec les tumeurs, les tissus, etc. Et je me souviens que c'était mon premier cours. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Okay. Parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Et je comprenais pas grand chose au début, et après je me suis dit bah c'est tout, ça va être sportif, et il va falloir se remettre au boulot plus sérieusement que les années précédentes, et voilà, c'était un nouveau challenge. Mais pourtant cardio-respi c'était des trucs qui faisaient déjà, j'imagine, partie, enfin tu vois, tu devais avoir des notions en APA, en STAPS Ouais, en STAPS on avait quelques notions, surtout au niveau cardio, un peu respiratoire, mais là le volume de cours, de savoir et qu'il fallait apprendre et connaître était beaucoup plus important, et ça n'avait quand même pas grand chose à voir avec ce que j'avais vu en STAPS. Et du coup, pendant ces années-là, comme tous les kinésithérapeutes à l'école, vous faites des stages, et est-ce que déjà tu commences à te rendre compte des différentes possibilités qu'il y a à faire en kinésithérapie? Est-ce que tu commences à t'orienter un peu? Est-ce que vraiment tu restes côté sportif et traumato? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'intéresse? Bah, du coup, assez rapidement, on nous présente un peu les champs de la kinésithérapie et on commence à connaître voilà, les différents champs et les possibilités qu'il y a en kiné. Moi, du coup, j'arrive en me disant que je vais être kiné du sport plus tard. Et je me dis, bon, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. En tout cas, j'ai déjà fait face à la kinésithérapie du sport, parce que c'est ce qui m'accompagnait un petit peu toute l'année, pendant plusieurs années. Et du coup, je me suis dit, bah, autant découvrir des nouvelles choses. Ça allait avec un petit peu tout le reste. C'était un peu une nouvelle vie, tout ça. Je me suis dit, bah, autant découvrir d'autres champs. Et je trouvais tout intéressant. Au final, tout ce qu'on apprenait en cours, avec plus ou moins de difficultés, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, tout me semblait intéressant, tout était nouveau et intéressant. Et voilà, après, du coup, il fallait qu'on fasse des stages dans chaque champ de la kinésithérapie, en tout cas, on va dire, entre guillemets, les champs principaux, qui sont la kiné musculo-squelettique, neurologique et respiratoire. Donc, en première année, on a tout de suite, dès qu'on arrive en cours, un stage d'observation. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. On arrive tout de suite, on a à peine une semaine de cours et on est directement en stage. Et je trouve que c'est pas mal pour découvrir un peu, au moins, certaines possibilités du métier. Et ensuite, un deuxième stage au deuxième semestre. Ton premier stage, il était en ortho ou traumato? C'est ça. Okay. Le deuxième aussi. Ok. Et voilà, ensuite, la deuxième année, j'étais en stage à la Bulle. Ok, t'as 2 stages la première année du coup? Ouais, c'est ça. Okay. Un stage à chaque semestre. Et ton troisième stage, t'arrives à la Bulle? C'est ça. Parce que on s'était rencontrés en cours?
c'est ça? Non, pas du tout. Okay. Je sais plus. Comment t'es arrivé à la bulle? Alors, du coup, la sélection des stages avant, sur les 2 premières années, se faisait par rapport au classement dans la promo, déjà. Moi, j'étais milieu de promo, mais du coup, dans le 2e groupe, j'étais le premier à choisir. Et la bulle, ça avait ouvert il n'y avait pas très longtemps, à ce moment-là, je crois. Okay. Ça avait moins d'1 an. Et vous aviez déjà eu quelques stagiaires. Et donc, dans les retours que j'avais eus, c'était un lieu de stage assez exigeant, assez pointu en respi, mais bon. Après, c'est toujours un peu particulier d'écouter les conseils vis-à-vis des autres étudiants vis-à-vis des stages. On va pas tous en stage avec les mêmes motivations. Mais en tout cas, moi, quand on m'a dit assez pointu et avec beaucoup de connaissances sur la respi, ça m'a intéressé. Je me suis dit, c'est un champ vers lequel, de prime abord, je ne tournerai pas. Mais du coup, autant aller dans un lieu de stage qui semble, entre guillemets, performant. Ouais. Okay. Et il n'y en a pas du tout. Et la énorme déception, finalement. C'est l'amateurisme. Et donc voilà, et du coup, j'étais bien content de faire ce choix-là. C'était quoi, 5 semaines à l'époque? C'était 5 semaines, je crois. Hein. Et t'étais tout seul? Et à ce moment-là, j'étais tout seul, ouais. Seul stagiaire au cabinet, et nous, on était déjà 4, on était 2. À ce moment-là, vous étiez 4 avec Charles et Claude. Ah ouais. Ah oui. Okay. Sinon, vous étiez... Donc on était 2 en vraiment respi, deux vraiment en respi. Et 2 en PGA. Charles faisait un peu de respi quand même, à ce moment-là. Et voilà. Et ton stage, comment ça s'était passé? Enfin, tu vois, au final... Le stage, c'était pas facile au début, je me souviens. Mais pas facile, pas dans le mauvais sens. Pas facile dans le sens que j'aime bien, où c'était challengeant, quoi. Beaucoup d'informations. On avait eu les cours de médecine sur la partie respiratoire l'année passée. Donc déjà, j'avais eu déjà pas mal de choses, mais ça commençait déjà à être un petit peu loin. Et du coup, il fallait faire le lien entre ce qu'on voit vraiment au niveau médical pur et derrière le soin qui peut en découler en kiné. Et ça, nous, on l'avait pas encore du tout vu à l'école. Donc c'était essayer de mettre en lien ce que je vois, ce que j'observe et la théorie médicale qu'on avait vue l'année passée. Et c'était hyper intéressant. Il y avait des profils de patients qui te parlaient plus que d'autres, ou une pathologie où tu t'étais dit ça me... Ou c'était global? C'était global dans l'approche, dans la démarche clinique, de se dire j'ai telle situation devant moi, j'ai tel outil et j'essaye d'optimiser au mieux tout ça pour arriver à mon objectif. Et ça m'a tout de suite parlé. Et c'est tout de suite quelque chose où je me suis dit, là, c'est ce qui est fait en respi, mais du coup, c'est comme ça que je vois le soin de manière générale, dans n'importe quelle situation. Et ça m'a tout de suite plu, surtout. Et après, oui, il y a des pathos déjà que je connaissais pas. Je connaissais pas grand-chose, de toute façon, de base. Mais du coup, ça a permis de mettre des contextes, on va dire, sur les choses. Et voilà. Après, à ce moment-là, il y avait pas mal de patients atteints de mucoviscidose aussi. C'était intéressant. J'avais entendu parler de la pathologie, mais je la connaissais pas. Et du coup, là, c'était très intéressant de pouvoir échanger là-dessus, et notamment avec les patients aussi. Nous, je sais que quand on t'avait vu arriver, je sais que je m'étais dit qu'on avait des trucs à s'apprendre mutuellement. Et on en a reparlé pas mal de fois par la suite, mais le fait qu'en kiné, on ne soit pas forcément très formé sur la partie... comment tu dis? Tu dis mieux que moi à chaque fois. Sur la partie, tu sais, quand vraiment planification d'entraînement, pour un patient porteur de la muco qui te dit ok, moi j'aimerais bien faire telle course et du coup faire tel temps, je trouve que nous on est assez démunis sur le programme. On nous dit qu'il faut faire de la performance, on nous dit les bases du renforcement musculaire, les bases des étirements, etc. Mais je trouve que organiser planifier un entraînement, je trouve qu'on n'est pas forcément hyper pointu là-dessus et que tu nous as... c'est surtout que nous, en plus, avec la vision qu'on avait de dire c'est pas juste de la rééducation à l'activité physique qu'on veut faire avec les patients, c'est quelle que soit leur pathologie,
BPCO ou mucoviscidose, on veut qu'en fait ce soit des sportifs et on veut les entraîner comme des sportifs, et pour le plaisir et pour la performance. Et pour l'adhérence aux soins, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de donner des objectifs et que le patient se débrouille pour les atteindre, plutôt que de lui dire ok, donc là vous allez faire 20 minutes un petit peu de vélo, puis après un petit peu de marche, puis après vous allez vous faire 2-3 étirements et on se retrouve. Et ça, c'est clair que dans cette vision-là, on s'était bien retrouvés, où en plus t'avais moi je me rappelle de toute façon dès le début, mais ça, enfin c'est... Tu l'as toujours, et t'as gardé le bon côté, t'as enlevé le mauvais, parce que t'étais très coach. Donc il y avait des patients de petits papy mamie qui avaient du mal à respirer, et c'était quand même très... On refait 2 séries. J'avais dit, génial, garde-le, parce que clairement, ils ont trop besoin de ça, et ils adorent... t'es encore un des seuls kinés au cabinet qui arrive toujours, quand le patient arrive, où tu leur dis toujours, ok, alors aujourd'hui, on va commencer par ça, après on fera ça, pour réussir à faire ça, et puis après on fera ça. C'est vrai que t'annonces beaucoup ce que et ça, c'était vachement... c'était une vision, justement, que je voulais vraiment développer et que je voulais que tu gardes. Et puis t'as réussi à adoucir le côté... et qu'il faut qu'on développe collectivement. Oui, non, le fouet est rangé au placard. Mais là, on dit ça comme si nous, du coup, ça y est, on avait hyper progressé et que... Enfin, je pense qu'on peut encore largement progresser sur tous ces champs-là, et c'est ça qui est cool, parce que t'es toujours autant... moi, le premier. Ouais, toujours autant curieux de tout ça. Et donc, du coup, premier stage à la bulle, et puis après, on se dit ciao. C'était cool. Et puis, après, tu fais d'autres stages ailleurs ? Ouais, du coup, après, il fallait que je fasse un stage en kiné neuro. Pareil, en kiné de ville, du coup. Aussi, pareil, dès le début des études, moi, je savais que je voulais faire plutôt de la kiné libérale, et pas en hôpital ou en centre. Du coup, t'es pas du tout passé par l'hôpital et le centre dans tes études ? Du coup, pendant ce stage-là, ça m'a permis de faire un petit peu les deux. Le kiné que je suivais, enfin mon tuteur, le matin travaillait en kiné de ville, vraiment spécialisé que en neuro, et l'après-midi dans une clinique de SSR. Donc ça me permettait de quand même aller dans un établissement. Et du coup, c'était très intéressant aussi. Pareil, plutôt une kiné expert dans son domaine en neurologie, donc hyper formateur, hyper pédagogue, et puis l'envie de transmettre. Je pense que c'est propre à ceux qui ont essayé de pousser les choses dans leur domaine, de vouloir aussi le transmettre derrière. Et c'était très intéressant là-dessus. J'ai beaucoup aimé ce stage. J'ai aussi appris que du coup je voudrais pas travailler en tant que kiné neuro, mais pour autant j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, et après le travail aussi en clinique, que j'ai trouvé aussi sympa pour certaines choses, un peu moins sympa pour d'autres, mais voilà, c'était intéressant aussi de découvrir ce milieu-là. Et après, t'es revenu en stage à la bulle, le stage d'après ? Ouais, c'est ça. Entre-temps, du coup, on est resté en contact un petit peu. Et derrière, je savais que je voulais orienter mon mémoire autour d'une thématique respiratoire. Et du coup, le premier stage de la 3e année de kiné, donc le premier stage du 2e cycle, c'est le stage qu'on appelle mémoire. Et donc, vu que je voulais faire mon mémoire en respi, du coup, j'ai refait mon stage chez vous à la bulle. Yes. Oui, parce que du coup, j'avais été ta tutrice. Je sais pas vraiment si j'étais ta tutrice de mémoire en vrai, je sais plus. Dans un premier temps, en tout cas, oui. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des... Tu sais, il y a des écoles où il y a un tuteur officiel de l'école, et après, t'es un tuteur externe, je sais plus, ils ont pas toujours les mêmes titres. Mais je crois que c'était ça. On a notre tuteur à l'école qui nous accompagne tout au long du processus de mémoire. Et le tuteur externe qui, lui, est, on va dire, le kiné de terrain, avec qui on a développé la problématique, quoi. Le technicien, quoi. Et du coup, tu voulais faire un stage, un mémoire qui mêlait à la fois le côté sportif et le côté respi, et donc ton sujet, c'était ça tournait autour des patterns ventilatoires à l'effort dans le cadre de l'instabilité bronchique. Et on était beaucoup parti sur le naso-nasal. Ouais. Et il y a des trucs en particulier que tu as ressortis de ton mémoire ou qui t'ont marqué dans cet apprentissage-là. Moi,
ça a été laborieux, honnêtement, mais au moins le début où on était parti et où on était au taquet, je trouvais que ça avait été hyper intéressant. On était allé voir un médecin qui s'occupait du caisson hyperbar à Nice, alors aucun rapport, mais parce que c'était une piste à ce moment-là. Et en vrai, moi, ça m'avait appris pas mal de choses. J'avais trouvé que c'était chouette d'y aller, de voir ce qui se faisait. Je n'étais pas du tout au courant du lien entre les caissons hyperbar et les récupérations d'AVC et tout. Enfin, moi, j'avais vraiment appris ça là. Mais sinon, dans ton parcours de mémoire, est-ce qu'il y a eu des trucs où tu t'es dit que ça t'a fait progresser dans ta gestion des patterns ventilatoires à l'effort ? Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'était du coup regarder un petit peu la littérature sur le sujet et essayer de pousser un petit peu ce qui avait été recherché sur le sujet. Mais oui, le questionnement de base, c'était... ça m'intéressait de comprendre l'implication de sa manière de respirer à l'effort et derrière les freins ou les aides que ça peut apporter. Et dans ta recherche de littérature, qu'est-ce qui t'est démontré ? Genre si aujourd'hui nous on dit à nos patients respirez par le nez à l'effort, ça va faire que vous allez moins siffler ou est-ce que ça lutte contre le bronchospasme ? Ce qui est démontré dans un premier temps, c'est que en termes de performance, la respiration buccale elle nous permet d'atteindre des hautes intensités, parce que plus d'apport d'oxygène tout simplement et moins de difficulté à l'apport d'oxygène, mais que la respiration buccale en dessous d'une certaine intensité elle était plutôt délétère qu'autre chose et que là il y avait plus d'intérêt à respirer par le nez. Et voilà, après moi ce que j'ai apprécié aussi comprendre c'était en interrogeant les kinés, voir un petit peu ce que chacun quelle part pour chacun avait le mode de respiration dans l'instabilité des patients et l'importance qu'ils y accordaient. Et c'est quelque chose qui est ressorti assez clairement, c'est que ils y accordaient beaucoup d'importance, mais que par rapport à ça, il n'y avait pas grand-chose au final dans la littérature, et pas de recommandations à ce niveau-là, alors que c'était vraiment un sujet important pour eux et qu'ils étaient confrontés quotidiennement à l'instabilité bronchique de leurs patients et les difficultés que ça leur donnait à réaliser l'activité physique qui, elle, leur était recommandée. Donc une recommandation importante d'activité physique, mais dans l'application, une difficulté et du coup souvent une activité qui n'était pas optimale ou voire des fois délétère. Et du coup, au final, avec ce mémoire, donc tu valides ton diplôme de kiné. Et ce qui est hyper intéressant et sur lequel on peut éventuellement conclure, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on retourne aux patients aussi, c'est que du coup, à nouveau, toi, tu as un exercice qui est quand même très très riche et mixte, qui est même pas que double. En fait, tu fais au moins 3 activités en parallèle, même voire 4, parce que t'entraînes. Enfin, est-ce que tu peux du coup dire après grade, donc post-kiné, qu'est-ce qui tisse ton quotidien et ton année ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment t'articules toutes les compétences que t'as ? Après ce stage-là, j'ai fait mon stage de fin d'études aussi dans un autre cabinet, en kiné du sport, du coup, entre guillemets, le premier amour. Et voilà, il y avait une difficulté à choisir ma manière de travailler post-diplôme, qui... vous m'avez bien aidé là-dessus, pour le coup. Je trouve que t'as pas demandé de choisir. Du coup, j'ai trouvé un réel intérêt à travailler une envie de travailler en respi après le diplôme. Parce que c'est des stages qui m'ont bien marqué et sur lesquels j'ai vraiment pris du plaisir. Et où derrière, je me projetais vraiment dans ce métier-là. Et aussi du coup en kiné du sport, et du coup là aujourd'hui je partage ma semaine entre 2 cabinets, la Bulle le mardi et le jeudi, et lundi, mercredi et vendredi à l'INSA, donc dans un cabinet plutôt musculo-squelettique et orienté sport. Voilà, ça partage mes semaines entre ces 2 activités qui sont quand même très différentes. Et en parallèle,
Pas qu'à tes yeux, je pense que c'est comme si tu avais deux métiers presque. Enfin, c'est de la kinésithérapie, mais c'est tellement des champs variés que c'est vrai que tu fais pas du tout la même. C'est vrai que d'un jour à l'autre, j'ai pas la sensation de faire la même chose, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses en commun dans la manière d'appliquer son travail. Comme ce que je disais tout à l'heure, au final, dans ces deux métiers-là, il faut une démarche clinique et le modèle général, on va dire qu'il est le même. Et puis la philo est la même, quoi. Porté par les mêmes. La philo est plutôt la même. Et au final, aussi, en respi, il y a énormément d'activités physiques. Donc, il y a beaucoup de choses en commun. Et en parallèle, tu as aussi là, ce que tu faisais récemment, c'était tu t'es toujours investi avec. T'as pas complètement lâché le milieu du football américain et tu continues à être. Ouais, du coup, j'ai eu la chance d'être appelé en tant que kiné en équipe de France de football américain. Donc, ça a été. C'est vraiment top parce que ça permet de retrouver 4 ans plus tard cet environnement qui me manquait. Et non, ça c'est vraiment top de pouvoir passer entre guillemets de l'autre côté et de pouvoir toujours être avec les joueurs et essayer de leur apporter un maximum dans leur logique de performance et puis en plus avec le maillot de l'équipe de France, quoi, donc c'est top. Ouais, et puis vu que tu fais les choses à fond, tu t'es dit que t'allais aussi passer de l'autre côté en t'explosant le genou pour voir vraiment comment ça se passait, une rééducation complète de l'intérieur. Mais bon, là c'est une nouvelle opération qui t'arrive bientôt et toute une belle rééducation à poursuivre. Donc encore plein de choses à découvrir. Et en attendant, on te garde quand même avec nous 2 jours par semaine, même si on s'était dit quand même, on en a parlé la dernière fois avec Johanna, clairement on s'était dit, parce que évidemment que c'est faisable, et la preuve c'est que maintenant qu'on a que ça fait plus d'1 an quasiment qu'on bosse comme ça, on voit bien que tu arrives à gérer à fond les deux et que tu as l'air épanoui dans les deux et que voilà, on sait pas comment, mais en tout cas tu gères hyper bien tout ça, quoi. Mais c'était pas un conseil qu'on aurait donné à quelqu'un d'autre et c'était vraiment pas quelque chose qui nous branchait. Il y a eu un beau concours de circonstances, le destin s'est encore bien mêlé à ça, avec Johanna qui voulait elle aussi travailler que 3 jours et toi qui voulais aussi faire une activité pas complètement à temps plein. Finalement on a réussi à matcher un peu les jours de présence au cabinet pour que finalement à vous deux vous fassiez un temps plein et que du coup ça puisse tourner aussi au niveau des patients, au niveau des places dans le cabinet. Et finalement c'est un bon bordel, mais ça marche super bien. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est important de le préciser que on a aussi rencontré des confrères pour qui ce modèle-là n'était pas jouable. Parce que le fait d'être sur 2 mi-temps, ça peut aussi... Enfin, je sais pas si toi t'as eu peur de ce truc-là ou si ça a pu frôler ça, mais il y a des confrères qui nous disent que c'est aussi un bon moyen de s'éparpiller et d'avoir l'impression de ne vraiment faire partie d'aucune des 2 équipes, mais d'être toujours un peu en mode je remplace d'un côté, je remplace de l'autre, mais je peux pas faire partie des projets, etc. Est-ce que c'est un truc qui a pu... Déjà j'avais quand même une belle appréhension en commençant ça, en me disant c'est 2 cabinets qui ont déjà leur organisation et qui ont une envie et un besoin de bien réaliser leur travail, de réaliser un bon suivi des patients, etc. Et donc je me voyais mal arriver et faire le travail à moitié. Donc je savais qu'il fallait que je sois à la hauteur. Donc belle pression par rapport à ça. Et après j'avais réfléchi aussi à comment ça pouvait marcher et ce qu'il fallait mettre en place pour que ça marche. Donc j'ai essayé de faire ça au mieux. Maintenant, c'est sûr que je pense que l'intégration dans l'équipe, dans le fonctionnement du cabinet, je pense que ça s'est fait plus lentement que si j'avais été à temps plein dans chaque cabinet. C'est la sensation que j'ai eue. Donc je me suis dit, c'est tout, c'est comme ça, mais c'est le jeu qui veut ça. Et j'ai la sensation que ça s'est quand même fait. Après, c'est ce que tu disais aussi toi, mais t'as aussi, par ton parcours d'avoir bossé en équipe, par ton sport, quand même beaucoup cette mentalité-là. Ça n'a pas l'air de relever de l'effort de fonctionner dans une équipe pour toi. Et nous, on s'en rend compte maintenant qu'on est quand même assez nombreux au cabinet,
que c'est vraiment quelque chose qu'on recherche et qu'on encourage. On veut absolument un fonctionnement d'équipe et le fonctionnement le plus collectif possible. Et j'ai l'impression que toi, ça s'est fait sans trop lutter, quoi. Enfin, c'est limite ce que tu cherches, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, j'avais aussi envie de bosser comme ça, quoi. Et là, c'était 2 cabinets où je ressentais vraiment ça, où il y a vraiment un fonctionnement en équipe. Et moi, c'est ce que je recherche aussi dans mon activité au quotidien. Je me vois mal être dans mon coin, faire Enfin, en soi, je pourrais, mais ça serait un truc en moins, quoi. Le fait de pas avoir d'équipe. Et un tout petit mot peut-être sur un sujet à mon avis, on refera juste un podcast sur ce sujet-là parce qu'il est vaste. Mais à quel point, comme Johanna, on a parlé un peu, est-ce que ça a été une galère pour toi de commencer à travailler dans 2 cabinets qui sont sur une zone surdotée et où du coup tu n'avais pas le droit de t'installer? Comment ça s'est joué? Ouais, compliqué, déjà frustrant, hein, dans un premier temps, et puis derrière il y a eu un beau concours de circonstances où j'ai pu remplacer dans les 2 cabinets, donc ouais, forcément ça rend la chose plus compliquée, plus sourde de stress et de comment envisager l'avenir, quoi. Est-ce qu'à un moment donné ça va s'arranger, et est-ce que enfin je vais pouvoir avoir une stabilité, quoi. Une stabilité dans le métier et dans la manière dont je me projette plus tard. Donc voilà. Mais ça c'est fait, parce que maintenant tu as une carte. Ça maintenant c'est fait. J'ai ma carte CPS, donc c'est bien, ça permet de se projeter un petit peu plus, de rentrer aussi plus dans le monde libéral, dans le sens où ça y est, c'est pas tu remplaces quelqu'un et cette personne-là gère son administratif de son côté et toi t'as rien à faire. Là ça te donne aussi des responsabilités vis-à-vis de toi-même, et c'est cool aussi. Ok, trop bien. Parfait. Merci pour ton partage d'expérience, Nelson. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante. Oui, merci beaucoup. Merci à vous.